Merci Andréane. Alors, bonjour à toutes et à tous. À la suite du premier groupe sciences sociales, on va passer à l'équivalent pour les sciences naturelles et affiliées, parce qu'il y avait des gens en analyse de cycle de vie. On ne sait jamais trop où placer les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, ce que vous allez entendre, c'est le fruit de toute la session de travail, des échanges qu'il y a eu entre les étudiants, qu'il y a eu aussi avec les deux auxiliaires, et je tiens à souligner leur travail très important, William Overbeck et Martial Takam. Et puis, donc, les étudiants vont vous présenter le fruit de leur réflexion, un fruit qui est à la fois interdisciplinaire, interculturel. Il y a eu toutes sortes d'échanges qui ont donné à ce que vous allez entendre. Je voulais aussi souligner que les étudiants ont écrit un résumé de 300 mots avec un résumé graphique et ceci est disponible dans les actes du colloque. Donc voilà, et on commence par Caroline Penny, qui va nous parler de l'exploration de nouveaux puits de carbone au Québec, savoir si le bilan de carbone est négatif pendant la saison de croissance pour le marais de l'île Verte dans le Bas-Saint-Laurent. Donc Caroline, à toi, tu as 5 minutes, 5 diapos, c'était la consigne pour tous les étudiants et étudiantes. À toi Caroline. Ça s'en vient, je vais juste déplacer ma caméra. Bon. Donc, bien, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Penny, étudiante à la maîtrise à l'ISE sous la direction de Michel Garneau, ici présente. Bonjour Michel. Professeur au département de géographie de l'UQAM. Comme Marc-Lucotte l'a mentionné, dans le cadre de mon projet de recherche, je m'intéresse à évaluer le potentiel des marais salés du Bas-Saint-Laurent à agir comme des puits de carbone naturels. Plus spécifiquement, je vais étudier la variabilité temporelle et l'hétérogénéité spatiale du bilan carbone du marais salé de l'île Verte durant 2 saisons de croissance. Excusez. L'intérêt d'étudier les marais salés québécois va coïncider avec l'effervescence que vit actuellement le domaine de recherche sur le carbone bleu. Défini officiellement il y a seulement un peu plus de 10 ans, le terme carbone bleu désigne tout le carbone organique séquestré par les océans, mais aussi par les écosystèmes côtiers comme les mangroves, les herbiers aquatiques et les marais salés. Ces derniers comptent d'ailleurs parmi les puits de carbone les plus efficaces en termes d'unité de surface, notamment à cause du taux d'enfouissement du carbone qui est nettement supérieur aux écosystèmes terrestres. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur la figure à droite dans l'encadré rouge. En contrepartie, malheureusement, les marais salés vont être de faibles émetteurs de méthane, ce qui peut diminuer le potentiel d'atténuation du réchauffement climatique. Pour mieux comprendre la dynamique du carbone des marais salés, il y a encore plusieurs lacunes qui doivent être malheureusement comblées, comme d'inclure systématiquement la quantification des émissions de méthane et du transport latéral de carbone organique dissous, d'élargir la quantification des flux de CO2 en dehors de la saison de croissance des végétaux, donc de le faire à l'année, mais c'est surtout de mettre en commun tous les compartiments du bilan carbone pour un même site afin justement d'obtenir des bilans complets et plus précis. Dans le cadre de mon projet de recherche à moi, puisque je m'intéresse à savoir si le marais de l'île Verte agit comme un puits ou comme une source, j'ai besoin de savoir si mon bilan carbone est positif ou négatif. À titre indicatif, là, mon bilan carbone va être négatif si, en fond, si mon bilan carbone est négatif, ça voudrait dire que mon marais agit bel et bien comme un puits de carbone. Je vais donc produire des bilans carbone pour les saisons de croissance de 2020 et de 2021, le long d'un transect qui correspond au gradient d'élévation du marais. Mes objectifs secondaires sont simplement en fait les compartiments du bilan carbone que je vais devoir quantifier pour arriver à mon objectif principal, soit le pourcentage et la densité de matière organique dans le sol, le taux d'accumulation du carbone à travers le temps, les échanges écosystémiques de CO2 et de méthane et le transport latéral de carbone organique et inorganique dissous. Au niveau de la méthode, je vous ai schématisé ici les 3 compartiments du bilan carbone que je vais quantifier. Ma méthodologie est surtout inspirée des travaux de Forbridge et al. Qui avancent en fait que le bilan carbone des marais salés est produit en soustrayant le carbone qui est séquestré dans le sol et l'export de carbone organique et inorganique dissous des échanges écosystémiques nets de CO2, donc de l'activité photosynthétique des plantes. Mes données vont être récoltées mensuellement durant la saison de croissance des plantes, soit idéalement de mai à septembre. Pour ce qui est de la teneur en matière organique dans les sols, ça va être évalué en prélevant des carottes de sol et en effectuant de la perte au feu
On va aussi mesurer le taux d'accumulation du carbone par datation au plomb 210 et au carbone 14. Les échanges écosystémiques nets de CO2 et de méthane vont être évalués directement sur le terrain avec la méthode des chambres statiques. Ces chambres-là vont être couplées à un analyseur de gaz portatif qui vont me donner les concentrations de CO2 et de méthane en temps réel directement sur le terrain. Et finalement, le transport de carbone organique et inorganique dissous va être évalué à partir d'échantillons d'eau et de gaz. Je vais aussi mesurer le débit d'un ruisseau qui draine mon marais pour estimer un peu le flux de matière qui entre et qui sort du marais au cours des cycles de marée. Et je vais utiliser le delta tracé pour essayer d'avoir une estimation de l'origine et de la provenance du carbone dans mon marais. À terme, ce projet de recherche, il va devenir le premier bilan carbone complet pour un marais salé au Québec, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Il y avait seulement eu des études sur le taux d'accumulation de matière organique dans le sol, mais dans une perspective plus large et c'est sûr à plus long terme, la quantification du carbone, du bilan carbone des écosystèmes côtiers comme celui du marais de l'île verte, il peut avoir aussi d'autres implications dans des sphères connexes de sciences de l'environnement, comme par exemple en contexte d'érosion côtière, comme c'est le cas actuellement. Quantifier un bilan carbone pourrait permettre d'évaluer, par exemple, la perte ou le gain de services écosystémiques selon la réponse de l'écosystème à la perturbation. De plus, une meilleure compréhension des services écosystémiques des marais peut faciliter et favoriser leur protection et leur restauration parce que ça les met en valeur. Et enfin, avec suffisamment de données, c'est sûr, la dynamique du carbone en milieu côtier pourrait être incorporée à des bilans carbone régionaux, voire mondiaux, pour élaborer des politiques environnementales et raffiner des scénarios de prédiction climatique. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est à vous. Merci, chère Caroline, très belle présentation. Puis on a vu que tu étais déjà sur le bord du fleuve avec la magnifique. Oui, ben, j'ai déjà hâte de retourner. Donc, merci d'avoir tenu ton temps aussi. Est-ce qu'il y a des questions pour Caroline? Tania, s'il te plaît. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais te demander un petit peu d'approfondir l'utilisation du carbone 13. Donc, tu as mentionné que tu utilises le carbone 13 et le carbone 14. Comment est-ce que tu es capable de déterminer la provenance? Pas que j'espérais pas qu'on me pose la question, mais c'est une question de fractionnement isotopique. J'ai eu ça dans mes cours du baccalauréat. C'est sûr qu'il faudrait que je me replonge dans la théorie avant d'aller sur le terrain cet été. Mais au terme du fractionnement isotopique, là, le carbone, il va justement se modifier soit en ratio carbone, ben, le ratio carbone 13, carbone 14. Là. Et puis, j'ai des piézomètres, par exemple, à chaque station d'échantillonnage. Donc, je peux mesurer le ratio à cet endroit-là, mais je peux mesurer aussi justement le long du gradient pour voir comment il est fractionné et transformé. Je peux avoir une idée de justement la différence, puis savoir s'il y a une transformation du carbone. Merci, ça va. Tania, la réponse? D'accord. Merci, Caroline. Il y a une autre question pour Caroline? Alors, merci encore, chère Caroline. On va passer à ton collègue, c'est Maxence Lemire, qui, lui, va nous parler de la quantification des différentes stratégies d'utilisation de l'eau et du carbone chez les arbres de la forêt transitionnelle de l'Est canadien. Alors, Maxence, à toi. Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Maxence. Donc, comme Marc l'a dit, moi, mon projet, c'est la quantification des différentes stratégies d'utilisation d'eau et du carbone chez les arbres de la forêt transitionnelle de l'Est canadien. Ce projet est sous la co-direction de Daniel Nisha à l'UQAM et de Christophe Papas à la TELUC. Et c'est pour le Centre d'études de la forêt. Donc, pour ce qui est de l'état de la question, on sait qu'en fait, les différentes composantes de l'évapotranspiration, soit la transpiration et l'évaporation, réagissent différemment au changement climatique.
et qu'il y a aussi que parmi les arbres, que les différentes espèces d'arbres, il y a une grande variabilité dans les réponses écophysiologiques face aux changements environnementaux. On sait aussi que l'évapotranspiration est un phénomène important pour ce qui est du transfert d'eau vers l'atmosphère. D'un autre côté, il y a toujours, pour ce qui est des forêts canadiennes, une très faible représentativité dans les études et dans les différentes bases de données. Il manque aussi de modèles prédictifs spécifiques à chaque espèce arborescente pour ce qui est notamment des taux de mortalité avec l'augmentation des températures et des sécheresses, et aussi pour ce qui est de la croissance des arbres. Il y a aussi relativement peu de connaissances sur la relation entre tout ce qui est flux hydrique et la croissance en largeur des arbres. Parce que les connaissances actuelles, les études dans le passé se sont surtout concentrées sur la relation entre flux hydrique et la croissance en hauteur en plus. Donc, pour mon étude, la problématique serait donc de comprendre comment les changements climatiques et environnementaux, de façon générale, affecteront le fonctionnement des forêts sur le long terme, surtout pour ce qui a trait à la croissance et à la transpiration chez les arbres. Donc, l'objectif, c'est comme le titre, mon objectif, c'est comme le titre l'indique, c'est de quantifier les différentes stratégies pour différentes espèces d'arbres de la forêt du sud du Québec pour l'utilisation de l'eau et du carbone selon les variations de conditions environnementales, ce qui implique de quantifier les taux de transpiration, de croissance et de déterminer quelles espèces seraient plus sensibles au changement climatique que d'autres. Donc, mon plan d'échantillonnage et ma méthodologie consiste en fait en deux sites dans le sud, dans la forêt deux sites forestiers dans la forêt du Québec, un à Saint-Hyacinthe et l'autre à Sainte-Émilie de l'Énergie. Chacun de ces trois sites est subdivisé en trois lots expérimentaux, un en bas de pente, un au milieu, puis un en haut de pente, pour avoir les différents gradients topographiques, mais aussi pour avoir une plus grande représentativité des diverses espèces étudiées. Donc, la majorité de l'échantillonnage, c'est fait de façon automatisée, chaque lot comportant 9 arbres sur lesquels les instruments sont installés. Donc, on a, comme on voit sur les photos ici, on a des dendromètres, qui est la photo en bas dans le milieu, des sondes pour le flux de sève, qui est sur la photo en haut dans le milieu, et aussi des caméras pour mesurer pour observer la croissance du feuillage. Donc, il y aurait aussi des prises de mesures manuelles 2 à 3 fois semaine sur les différents sites pour obtenir notamment des échantillons au niveau pour des flux hydriques, ou de croissance, mais aussi pour récolter les données. Et tout l'échantillonnage s'effectuera durant toute la saison de croissance 2021. Mais il faut aussi savoir que j'ai déjà des données disponibles depuis 2017. Et que notamment pour tout ce qui est carottes d'arbres, elles ont déjà été prises, il ne reste plus qu'à les analyser. Donc ensuite, tout le traitement et l'analyse se fera via RStudio. Ah bon. En conclusion, en fait, mon projet permettrait d'augmenter la représentativité des forêts de l'Est canadien, notamment, surtout pour le réseau Smart Forest, mais aussi au final pour d'autres réseaux et bases de données à l'importance continentale ou mondiale. Ça permettrait d'identifier quelles espèces d'arbres seraient les plus résilientes au changement climatique. Ça permettrait aussi de consolider les connaissances actuelles sur l'hydraulique de chacune des espèces que je vais étudier. Et ça serait aussi potentiellement utile pour des projets d'aménagement forestier futurs. Donc, merci d'avoir écouté. Un gros merci, Maxence, pour ta présentation, pour avoir respecté le temps aussi. Donc, je vois que Jérémy a déjà levé la main pour poser une question. Je me demandais, Maxence, pourrais-tu nous en dire plus sur le réseau Smart Forest sur lequel tu as terminé? Oui, le réseau Smart Forest, en fait, si je me rappelle bien, c'est un réseau notamment qui est pan-canadien qui récolte des données pour
pour les différentes, sur plusieurs types de données pour les différentes forêts et espèces d'arbres du Canada. Et ça peut, notamment au niveau des taux de croissance, des flux hydriques, de l'histoire des forêts, notamment de l'histoire des forêts canadiennes, etc. Donc, c'est pas mal. Moi, ça, me semble qu'il y en a aussi, que ça s'étend aussi aux États-Unis. Donc, ça, puis c'est un réseau de entre plusieurs universités puis les gouvernements pour la récolte de données et tout ça. Puis tout ça, ça se passe comme en simultané, dans le fond. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un grand réseau qui prend des données en simultané à grande échelle spatiale. Ouais, c'est ça. OK. Cool. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question pour Maxence? Oui, le cher Dolores. Bonjour, cher Dolores. Vas-y, tu peux poser ta question. On ne t'entend pas, cher Dolores. Toujours, je maintiens fermé mon audio. Maxence, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux sites choisis? Pourquoi ils ont été choisis? Fondamentalement, comme que j'ai dit, les deux sites, parce qu'ils représentent une bonne représentation, sont à peu près représentatifs des gradients topographiques qu'on a dans le sud du Québec, mais aussi il y a une bonne représentativité de tout ce que de chacune des espèces étudiées. Ben, en fait, une bonne représentativité des espèces qu'on trouve dans cette région forestière aussi, notamment. Et c'est surtout une histoire de représentativité qui ont été choisis. C'est des sites qui sont pas trop impactés par tout ce qui est foresterie, parce que le site à Saint-Hyacinthe, c'est celui qui a la station biologique des Laurentides. Notamment, il y a déjà celui à Saint-Émilie d'Énergie, c'est sur une zone qui a été c'est dans une zone forestière qui a été donnée pour la conservation et la recherche aussi. Merci. Merci, Maxence. On s'était souvent parlé de l'histoire de la représentativité et c'est pas que pour toi, c'est pour tous tes camarades dans cette notion de représentativité qui n'est pas facile à cerner. Est-ce que tu peux départager ton écran, s'il te plaît, Maxence? Oui. Et le prochain, ça va être Jérémy Saint-Pierre. Jérémy qui va tout nous dire sur les arthropodes. Ah ouais. Comment l'aménagement de la végétation urbaine influence, oups, ça vient de sauter, influence la diversité des arthropodes des sols. Donc, Jérémy, c'est à toi pour les 5 minutes. Ça ne sera pas bien long. Vous voyez bien mon écran? On le voit bien, super. Parfait. Bonjour, je vais vous présenter mon étude intitulée « Comprendre l'aménagement de la végétation urbaine par son choix et son entretien sur la diversité des arthropodes des sols », étude dirigée par Tanya Anda et réalisée aussi à l'aide de mes collègues de laboratoire, que je remercie. Donc, la végétation qui compose les espaces verts urbains est variée. Les pelouses sont sans nul doute le type de végétation le plus représenté, mais les arbres isolés dans les pelouses et les aménagements arbustifs sont également bien représentés dans nos parcs. Le sol qui sert de fondation à ces espaces verts urbains est pour la plupart du temps jeune car il s'agit de terres importées, mais il est aussi sujet à de nombreuses perturbations anthropiques. Le sol de d'autres espaces verts urbains tels que les boisés résiduels, qui sont essentiellement des vestiges de forêt, est pour lui plus ancien et peu perturbé. Et pour ce qui est de la diversité des arthropodes qui colonisent ces types de végétation des espaces verts urbains, elle est tout aussi variée. L'étude de Smith et collaborateurs réalisée dans les parcs et jardins privés de Londres ont montré que la diversité de certains groupes d'arthropodes dans les haies d'arbustes peut être plus élevée que celle dans les forêts. À l'inverse, les pelouses sont des habitats très peu diversifiés au niveau des arthropodes à cause de nombreuses perturbations telles de l'aménagement de la végétation urbaine sur un groupe de micro-arthropodes spécifiques, les colamboles, qui ont été sélectionnés à cause de leur densité importante dans le sol et de leur rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique.
Donc, le premier objectif va être de caractériser la structure de la communauté des colamboles dans 4 types de végétation typiques urbaines, soit les boisés résiduels, les arbustes, les pelouses avec arbres et les pelouses sans arbres. Le sous-objectif qui va être associé va être de comparer les communautés colamboles dans les types de végétation associés à des sols jeunes, donc ça c'est les arbustes, pelouses avec arbres et pelouses, aux communautés de colamboles présentes dans des sols plus anciens, donc ça c'est les communautés dans les boisés résiduels. Le second objectif va être de tester si le mode de gestion alternatif des pelouses favorise la diversité des communautés des colamboles. Et donc, dans le graphique, vous pouvez voir mes prédictions tant qu'à la diversité des colamboles dans les différents types de végétation étudiée. Donc, ça, c'est les bandes en bleu. Et dans les différents types de gestion des pelouses, ça, c'est les bandes hachurées. La diversité des colamboles va donc être plus grande dans les boisés résiduels et les arbustes, car il s'agit d'habitats peu perturbés. Elle va diminuer un peu dans les pelouses avec arbres à cause de quelques perturbations telles que le régime de tonte. Et la diversité dans les pelouses va être plus faible à cause de l'absence de racines ligneuses qui va diminuer les ressources alimentaires disponibles pour les colamboles. Et finalement, la diversité va être à son plus bas dans les pelouses à gestion usuelle à cause des nombreuses perturbations qui ont déjà été énumérées. Donc, l'échantillonnage s'est passé essentiellement sur l'île de Montréal et il est réparti sur 2 ans. Lors de l'été 2020, les pelouses à gestion usuelle, ou juste des pelouses, les pelouses avec arbres et des aménagements arbustifs ont été échantillonnés sur 3 sites situés dans des contextes urbains différents. Donc, la variation dans ces contextes urbains, c'était l'histoire du site et la proportion de surface imperméable. 3 boisés résiduels, donc des vestiges d'érablières, ont également été échantillonnés. Pour l'été 2021, il est prévu d'échantillonner dans 3 parcs abordant à la fois des pelouses à gestion usuelle, donc ça, c'est des pelouses coupées environ 10 fois par année, et des pelouses à gestion alternative, donc ça, c'est des pelouses coupées 1 fois à l'automne. Et donc, la réplication va être de 2, donc 1 fois au mois de juillet, 1 fois au mois d'août. Ça s'applique autant pour l'été 2020 que l'été 2021, pour obtenir un total de 180 échantillons de sol. Les arthropodes contenus dans les échantillons de sol vont être extraits dans des entonnoirs Tolgren, que vous pouvez voir à votre droite, et les arthropodes récoltés vont être triés au binoculaire et les colamboles vont être identifiés à l'espèce au microscope. Ensuite, concernant les analyses statistiques, l'abondance de chaque espèce de colambole va être décrite pour déterminer l'indice de diversité de Shannon et finalement, la diversité des colamboles présentes sur chaque site va pouvoir être comparée dans les différents types de végétation et dans les différents types de pelouses étudiées par des analyses de variance. Et finalement, avec cette étude, j'aimerais identifier les meilleures pratiques de gestion pour diversifier les arthropodes dans les aménagements urbains. J'aimerais aussi faire des recommandations et travailler en association avec les gestionnaires des espaces verts urbains, comme je le fais un peu en ce moment à l'UQAM et avec la Ville de Montréal, toujours dans le but d'identifier les meilleures pratiques de gestion si besoin. Et j'aimerais apporter mon apport de connaissances sur les colamboles présentes dans le milieu urbain, car il s'agit d'un domaine peu documenté. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Jérémy. Très belle présentation, très belle photo. C'était vraiment très agréable à écouter et à regarder. Est-ce qu'il y a des questions pour Jérémy? Je vous avais dit que vous sauriez tout sur les colamboles grâce à Jérémy. Oui, Éric. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. J'ai une petite question un peu niaiseuse d'ancien urbain devenu rural, mais quand j'étais en ville, j'étais dans Rosemont-Petite-Patrie. J'avais un genre d'aménagement qui serait une pelouse à gestion alternative avec un arbre dedans. Je me suis toujours posé la question de l'apport de matière organique à manger par ces bébites-là. Est-ce qu'on a une caractérisation des flux? Est-ce que, compte tenu des pratiques différentes de différentes personnes, il y a du monde qui sont maniaques à tout ramasser, d'autres vont laisser certains éléments en place. Donc, c'est beau d'avoir un milieu qui les favorise, mais s'ils n'ont rien à manger parce qu'il n'y a rien qui reste là. Donc, est-ce que ça fait partie de quelque chose qu'on pourrait examiner éventuellement? Oui, c'est d'ailleurs un domaine qui est en cours d'études. C'est pas sur quoi je vais me concentrer. Mais effectivement, dans les pelouses où il y a beaucoup de retrait de matière organique, on peut imaginer qu'il va y avoir très peu de colamboles. Certaines espèces sont très résistantes. Ils vont quand même trouver de quoi se nourrir. Mais j'imagine que ça ne va pas être les milieux les plus diversifiés, disons. D'accord. Merci, Jérémy. Et je vois que Michel a une question aussi. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci, Jérémy, pour ta présentation. Très intéressante. Je me demandais aussi, est-ce que tu tenais compte des traitements, souvent, notamment pour les pelouses,
à gestion usuelle, là, les traitements chimiques qui étaient utilisés dans les pelouses qui pouvaient peut-être, souvent c'est des herbicides, bon, ça affecte peut-être pas les communautés, mais par effet de rétroaction, ça affecte probablement les communautés. Est-ce que c'est un élément que tu considères dans ton analyse aussi, un paramètre que tu intègres? Oui, ça va être considéré en se documentant auprès de la ville pour les différents c'est ça, types de gestion. Après, je ne sais pas si je vais l'inclure dans les analyses. Je vais voir. Tout dépend de comment les pelouses sont traitées avec les herbicides et tout. Mais ça va être inclus. Merci. D'accord. Alors, merci Jérémy encore pour cette belle présentation. Je vais te demander de départager ton écran pour laisser la place à ta camarade. On rentre dans un cycle de 3 étudiants qui ont travaillé sur l'analyse de cycle de vie. D'ailleurs, je salue ma collègue Cécile Bull qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Cécile. Et on commence par Catherine Allonger, qui va nous parler de la caractérisation de l'impact de l'utilisation des mers et des côtes sur les services écosystémiques en analyse de cycle de vie. C'est à toi, Catherine. Parfait. Vous voyez bien ma présentation? Très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Catherine Allonger et je vais vous parler de mon projet de maîtrise qui se concentre sur la caractérisation de l'impact de l'utilisation des mers et des côtes sur les services écosystémiques en analyse de cycle de vie, ou ACV pour dire plus rapidement. Je suis sous la direction de Cécile Bull et Daniele Maia de Souza en partenariat avec le CIREG, qui est le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Ce projet de maîtrise fait partie du projet franco-québécois Coast to Coast, qui a pour but de développer une meilleure gestion maritime et côtière selon une approche ACV, et il est subventionné par l'Agence nationale de la recherche en France et le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Donc, l'ACV est un outil de prise de décision qui analyse les impacts environnementaux engendrés par un produit ou service tout au long de son cycle de vie. Donc, on doit faire un inventaire des ressources utilisées, des émissions qui sont faites dans l'environnement. Et par la suite, on doit faire l'évaluation des impacts du cycle de vie, ou le ICV, le tout en suivant des chaînes de cause à effet qui nous amènent à identifier les problèmes et les dommages faits par ces émissions. Par la suite, on peut regrouper ces dommages sous des aires de protection qui représentent ce que l'on veut protéger, soit la santé humaine, la santé des écosystèmes et les ressources naturelles. Donc, il y a un groupe de travail sur le cycle de vie qui a été mis sur pied par les Nations unies pour améliorer le champ de l'étude de l'ACV. Et une des réflexions qui est engendrée par ce groupe est le besoin de développer une nouvelle aire de protection, celle des services écosystémiques, qui représenterait le coût d'adaptation à la perte de ces services. Donc, il y a déjà une certaine couverture des services écosystémiques au niveau de la catégorie d'impact de l'utilisation des terres, où un cadre méthodologique a été développé, mais c'est encore au niveau exploratoire. Il y a aussi le modèle Cascade qui a été élaboré pour permettre l'intégration des services écosystémiques en s'associant ou en se jumelant à la structure de l'EICV. Donc, on doit commencer par faire un inventaire des pressions sur les écosystèmes et ensuite, on doit comprendre les impacts sur la structure des écosystèmes et par la suite sur les services eux-mêmes. Et finalement, on termine avec une évaluation monétaire des pertes des services écosystémiques. Donc, de plus, nous sommes confrontés à l'absence de la prise en compte des services écosystémiques marins due à l'utilisation des mers et des côtes. Donc, à ce jour, il n'y a pas de catégorie d'impact qui prend en compte l'utilisation des mers et des côtes par des activités humaines, telles que la construction de ports, l'aquaculture ou la navigation. Donc, l'absence d'informations sur ces derniers est un angle mort majeur à l'ACV en général. Donc, les écosystèmes marins sont fondamentaux pour le bien-être planétaire puisqu'ils sont, entre autres, des puits de carbone, une grande source de nourriture et protègent nos côtes contre des événements météorologiques extrêmes. Et pourtant, les activités humaines en milieu marin augmentent et mettent ces services en péril. Donc, pour combler cette problématique, on veut dans un premier temps développer un cadre méthodologique qui va nous permettre de caractériser la nouvelle catégorie d'impact qu'est l'utilisation des mers et des côtes. Et deuxièmement, on veut développer le modèle d'impact et calculer des facteurs de caractérisation. Donc, pour arriver à nos objectifs, nous allons premièrement adapter le cadre méthodologique qui a été établi pour l'utilisation des mers à l'utilisation des mers et des côtes. Ensuite, nous allons suivre le modèle Cascade pour intégrer les services écosystémiques à l'ACV.
Donc, troisièmement, nous allons devoir faire des choix sur les services écosystémiques que nous allons suivre et la classification des biomes que nous utiliserons. Il faudra aussi statuer sur le type d'utilisation des mers et des côtes que nous allons étudier. Ces listes seront faites à l'aide de revues de littérature et revues par des panels d'experts dans leurs domaines respectifs. Ensuite, nous devrons analyser la structure des écosystèmes en modélisant la chaîne de cause à effet. Et finalement, nous allons devoir calculer les impacts sur les fonctions des écosystèmes, donc leur perte en capacité biophysique, et développer des facteurs de caractérisation qui les représentent. Donc, ceci nous amène jusqu'à la caractérisation au niveau midpoint. Donc, ce projet permettra l'avancement des connaissances en EICV en développant un cadre méthodologique pour la nouvelle catégorie d'impact de l'utilisation des mers et des côtes, et il ouvre la voie pour la modélisation jusqu'au niveau dommage et par la suite jusqu'à l'opérationnalisation de l'aire de protection des services écosystémiques, le tout dans le but d'offrir une vision plus intégrale aux décideurs lors de leur prise de décision pour encourager un développement plus durable. Donc, merci. Merci, Catherine. Belle présentation et tu as réussi à la soutenir avec le visuel. Ce n'était pas facile en ce qui te concernait, tellement ton sujet est large. Est-ce qu'il y a des questions pour Catherine? C'était clair pour tout le monde? Cécile, je te vois peut-être. Oui, bah peut-être une question. En quoi est-ce que tu estimes que l'aire de protection, services écosystémiques, se compare par rapport à ce qui est déjà fait en analyse de cycle de vie? On sait qu'il y a des aires de protection, donc est-ce que tu peux mettre un peu plus en perspective? Qu'est-ce que ça apporte cette nouvelle ère-là, par exemple, par rapport à tout ce qui est prise en compte de la biodiversité qui est déjà couvert par l'analyse de cycle de vie? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, la santé humaine et la santé des écosystèmes représentent vraiment plus la valeur intrinsèque, dont la valeur d'existence c'est ça. Et les services écosystémiques viennent juste plus chercher la valeur instrumentale, dans le fond, la valeur de fonction que les services rendus aux humains, finalement. D'accord. Un gros merci, Catherine. Bien, merci à vous. On va passer au prochain, c'est Thalo Bertrand. Oh, pardon, c'est Samson, excusez-moi. C'est Samson d'Azogbo. Je crois. Samson qui est déjà là. Bonjour. Bonjour. Il va nous parler de l'optimisation de l'économie circulaire dans la filière céréalière au Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon toujours une perspective de cycle de vie. Donc, Sam, c'est à toi quand tu le veux. Merci. Bonjour. Moi, mon sujet porte sur l'optimisation de l'économie circulaire dans la filière céréalière au Québec, selon une perspective de cycle de vie, sous la supervision de professeur Cécile Bull, projet financé par le MAPAC. En fait, au Québec, la production céréalière est intensive et se pratique sur près d'1 million d'hectares. Et elle continue d'utiliser de façon linéaire des ressources non renouvelables avec des impacts environnementaux et émissions de gaz à effet de serre importants. Il devient donc important et crucial de repenser comment remplacer ce modèle linéaire d'utilisation de ressources qui extrait les ressources, les utilise et les jette par un modèle plus circulaire qui réduit l'utilisation, recycle, repense, répare, réutilise et remet les ressources dans des boucles fermées où les déchets d'un premier processus deviennent la matière première du suivant. C'est-à-dire terminer avec la notion de cycle terminer avec la notion de fin de vie des ressources agricoles. Face à ces défis multiples, des chercheurs ont exploré plusieurs pistes de solutions, d'autres l'économie circulaire, d'autres analyses de cycle de vie, et certains ont modélisé la fabrication d'éthanol à partir de biomasse du maïs pour remplacer l'énergie fossile. D'autres se sont attaqués aux problèmes liés à la production des intrants, l'application des engrais, la consommation du diesel, pendant que d'autres étudient les opérations de séchage et d'entreposage des grains à la ferme avec transport.
mais il n'existe pas dans la littérature, il y a toujours un manque de perspectives un peu plus circulaires, multi-acteurs, optimisées d'utilisation des ressources à l'échelle territoriale, régionale et du système céréalier. D'où la question de ma recherche, comment optimiser les meilleures pratiques innovantes d'économie circulaire dans la filière céréalière de l'anodière particulièrement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre suivant une perspective de cycle de vie. Méthodologiquement, ce que nous comptons faire, c'est de recruter 3 producteurs dans l'anodière, préparer et administrer des questionnaires à ces 3 producteurs, collecter des données de terrain sur les pratiques circulaires actuelles rayantes et grâce aux outils d'analyse de cycle de vie comme OpenLCA, CIMAPRO, EcoEvent et d'autres formes de modélisation diverses, pouvoir caractériser la production céréalière des 3 exploitations retenues, puis à la lumière des résultats de cette caractérisation, établir un bilan environnemental de référence initiale. Ensuite, à l'aide de techniques de programmation linéaire, optimiser les meilleures pratiques identifiées. Et là, en conclusion, comme contribution, les producteurs auront désormais l'opportunité de reconnaître sur leur ferme et entre leurs fermes, sur leur territoire, les opportunités circulaires disponibles à eux et pourront s'inspirer de ça et travailleront en synergie avec leurs voisins pour mieux prendre des décisions plus éclairées et durables. Merci Sam pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Sam? Moi, j'aurais une question. Oui, Sam, une petite question de clarification. Parce que je pense qu'il y a souvent une confusion entre l'analyse de cycle de vie et l'économie circulaire. Est-ce que ce serait possible pour toi de clarifier un petit peu qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire et en quoi l'analyse de cycle de vie dans ton projet apporte quelque chose par rapport à l'économie circulaire en tant que telle? Merci Cécile. En fait, les deux sont disjoints, mais se complètent. L'économie circulaire, c'est le mode de repenser à l'utilisation des ressources, comme je disais, fini avec la notion de fin de vie des ressources, c'est-à-dire chaque ressource qui finit dans un premier processus redeviendra la matière première. Les déchets, par exemple, redeviennent la matière première d'un autre processus, d'un nouveau processus, de telle manière que les ressources commencent, mais ne finissent, la plupart ne finissent jamais, disons. Ils sont recyclés, réintégrés dans les autres processus, dans des boucles fermées, jusqu'à ce qu'on épuise leur valeur intrinsèque. Maintenant, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil que moi, j'utiliserai particulièrement, qui me permettra d'identifier là où il y a des impacts au niveau de l'utilisation de ces ressources-là, puis prendre les processus qui sont les plus impactants environnementalement et pouvoir les utiliser, me concentrer là-dessus pour trouver des moyens de mitigation, de réduction de leurs risques. D'accord. Merci. Si je reformule, en fait, ton projet va permettre d'évaluer la performance environnementale des stratégies d'économie circulaire à l'aide de l'analyse de cycle de vie. Je pense que c'est très important, ça. Exactement. Merci beaucoup. Bon. Éric, rapidement, une petite question. Oui, ben en fait, je me demandais juste, je sais que la Fédération des producteurs de grains a fait une ACV, entre autres pour le maïs, il y a quelques années, puis identifiait les deux contributions les plus importantes au GES, c'était les engrais azotés et c'était le gaz naturel pour le séchage des grains. Au moment de la récolte, au Québec, on ramasse du grain qui n'est pas sec, assez pour être échangé sur les marchés. Donc, il faut le sécher au gaz naturel dans des espèces de séchoirs verticaux. Alors, je me demandais, ces deux contraintes-là sont assez fortes parce qu'elles sont rattachées au rendement, en fait, qu'on est allé chercher dans les 15 dernières années. Donc, comment est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça, ces deux contraintes-là dans votre recherche? Oui, merci, Eric. En réalité, oui. L'analyse de cycle de vie conduite par CIREC en 2015 a conclu que les problèmes environnementaux sont reliés aux opérations au champ, c'est-à-dire
l'utilisation des intrants, l'application des engrais, la consommation du diesel, l'entreposage et le séchage des grains. En matière de rendement, ce que moi, je pense, c'est dès qu'on arrive à optimiser, à voir les meilleurs scénarios, les meilleures combinaisons de pratiques qui pourraient réduire à la fois la contribution en impact et en même temps trouver des processus qui sont plus viables, qui sont moins coûteux et qui garantissent le rendement. Avec les sites d'optimisation, c'est ce que nous pensons faire. D'accord. Merci Sam à nouveau pour cette présentation. Et on finit notre cycle d'analyse de cycle de vie, donc avec Thalo Bertrand, qui lui va nous parler des données de cycle de vie plus robustes pour mieux documenter des décisions des consommateurs québécois en matière d'alimentation. Vous allez voir qu'on va passer du pain à la viande maintenant. Donc, à toi, Thalo. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Ça s'en vient, oui. Voilà. Allez, merci beaucoup. Et je suis en train de travailler sur le développement de la base de données du cycle d'inventaire du cycle de vie au Québec et sous la supervision de Cécile Bull, qui est professeur au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale à l'École des sciences de la gestion. Et ce projet est en train d'être réalisé dans le cadre du projet Boussole durable, dans le cadre du projet Boussole durable avec l'appui du CIREG. Est-ce que vous m'entendez là? OK, voilà. En termes d'état de la question, je vois il y a un signal. En termes d'état de la question, et on a pu remarquer qu'au Québec, il n'existe qu'une seule base de données générique qui ne représente pas vraiment le contexte québécois et qui ne permet pas de mettre en lumière la pertinence des différents choix sur la consommation des aliments, notamment sur la consommation de la viande du bœuf en particulier. Et en termes de... Vous pouvez remarquer que parmi les aliments et de la base de données et pilote, on a un manquement en ce qui concerne certaines données. C'est pourquoi nous pensons que les données sont vraiment fondamentales, permettant aux Québécois de faire son choix et de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale. Par exemple, et pour le bœuf, on a seulement 38% de données et c'est pourquoi notre étude va se pencher spécifiquement sur la viande de bœuf. En termes de problématiques, et au Québec en particulier, on importe environ 77% de bœuf qui viennent des autres régions du Canada et des autres pays. Et au Canada, par exemple, à Alberta, et des autres pays comme les États-Unis, Nouvelle-Zélande, etc. Et en ce qui concerne la viande de bœuf, parmi les aliments, on a pu constater que cette viande-là, cet aliment-là, constitue l'un des plus grands contributeurs par rapport à l'empreinte environnementale de l'assiette du Québécois. D'où nous nous fixons pour objectif général et de raffiner la base de données pilote d'inventaire du cycle de vie et afin de mieux informer les Québécois et de tenir compte du contexte local et international. De cet objectif général découlent deux objectifs spécifiques. D'abord, si vous regardez le premier schéma, c'est que nous allons contribuer à, nous allons identifier et prioriser les processus élémentaires qui constituent les plus grands contributeurs de gaz à effet de serre. Et on va faire ça à l'aide de la base de données pilote. Et deuxième objectif spécifique, nous allons créer et collecter des données et procéder à la création des jeux de données et qui seront vraiment d'une importance capitale pour la mise en place d'une nouvelle base de données au Québec. Comme plan d'échantillonnage et méthodologie, nous nous donnons pour tâche d'élaborer des questionnaires d'enquête, de réaliser des entrevues et nous allons nous pencher sur des données statistiques et nous nous fixons la période du mois de mai à décembre de cette année pour réaliser ce travail. Et ensuite,
nous allons également travailler, faire des contacts avec les différents producteurs d'élevage bovin et ensuite collecter des données, faire des focus group avec des experts, comme je viens de le dire tout à l'heure, et on va essayer de mettre en lumière toutes les données et à travers ces différentes données, adapter à la réalité, les adapter à la réalité et procéder à la création de nouvelles données. Et basé normalement sur des données statistiques en particulier. Ensuite, une fois que nous aurons franchi toutes ces étapes-là, nous allons procéder à ce qu'on appelle la création de la base de données qui va nous permettre de contribuer ou bien de combler des lacunes dans les connaissances scientifiques. Et cette base de données sera un outil de référence pour faciliter des études en analyse du cycle de vie et sera mis en valeur ou bien sera mis à la portée des différents consommateurs afin qu'ils puissent mieux comprendre la réalité et avoir accès aux informations permettant à la société québécoise de prendre la voie de ce qu'on appelle la voie pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et permettre normalement à une société québécoise plus sobre en matière de réduction de gaz à effet de serre, en matière de carbone. Voilà, en gros, et cette base de données-là sera vraiment un référentiel et pour les différentes études. Et car si on n'a pas cette base de données, on ne pourra pas continuer aux différentes étapes de l'analyse du cycle de vie, notamment faire ce qu'on appelle l'évaluation des impacts. Merci de votre attention. Un gros merci, Talo. Et je tiens à saluer tout particulièrement Talo qui fait tout son cours à distance depuis le début de cette pandémie et malgré tout, Talo, tu arrives très très bien à passer à travers ces difficultés supplémentaires pour toi et on a hâte de te voir avec nous ici à Montréal. Merci, professeur. Et je profite de cette occasion pour vous remercier pour les différents soutiens que vous m'avez apportés également. Très bien, Talo. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Talo? Moi, j'ai peut-être une petite question, Talo. Oui. Si tu dois me donner un exemple de ce qu'il y aura dans un jeu de données qui documente, par exemple, la production de la viande dans une ferme au Québec, qu'est-ce que tu auras besoin d'avoir comme information? Un jeu de données davantage. Comme variable, je dois avoir l'équivalent de CO2, un équivalent de CO2. Et en général, je vais travailler sur 1 kg de viande de bœuf pour pouvoir déterminer les différentes relations qui existent entre les différentes émissions de gaz à effet de serre, par exemple CO2, et le méthane. Et je crois que c'est en tout ça, d'abord dans la ferme, on aura la possibilité de travailler avec les différents producteurs d'élevage bovin pour mieux déterminer ces différents jeux de données. Merci. Donc, tu as besoin de savoir tout ce qui rentre et tout ce qui sort, effectivement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tout ce que tu as dû acheter pour élever ta vache au sein d'une ferme, pour pouvoir être capable de quantifier tout ça. Excellent. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci, Cécile. Et puis, Eric, tu vas nous parler du propane pour faire cuire le steak sur barbecue. Non, du tout. Je vais utiliser mon savoir local de résident des cantons de l'Est où on a un petit abattoir local et on a donc un flux de viande qui relève d'un mode de régie très différent d'autres flux. Et donc, je voulais juste demander que faire avec l'hétérogénéité des méthodes de production. Parce que, c'est très, en tout cas, je sais que ça soulève des débats passionnés parce qu'on nous arrive avec des chiffres sur le méthane ou sur le CO2 par kilo de bœuf. Puis là, il y a d'autres qui disent oui, mais là, c'est sur prairie, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est vraiment un débat dans le mouvement environnementaliste très, très déchirant. Donc, je me demande comment tenir compte de cette hétérogénéité, excusez-moi, je vais dire le mot, des modes de production du kilo en question. Merci, Eric. Très rapidement, Talo, une réponse, 30 secondes. Je crois que c'est la raison d'être même de cette base de données qui sera un outil de référence et pour éviter toute cette confusion-là. Et cette base de données permettra de réaliser des études en analyse du cycle de vie pour éclairer les différents consommateurs et les différents experts qui travaillent dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup, Talo, et félicitations pour ta présentation.
Je vais te demander de départager ton écran. Voilà, merci. Et on passe à Jérémy, qui risque de gâcher la sauce avec les métaux lourds maintenant, puisqu'on était parti pour un bon lunch. Et Jérémy Dupont va nous parler d'éléments traces métalliques en milieu forestier associés aux émissions atmosphériques de la fonderie Horn. Donc, à toi, Jérémy. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy. Fait que, comme vous, je suis étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Mon projet, il s'intitule « Éléments traces métalliques en milieu forestier associés aux émissions atmosphériques de la fonderie Horn ». Je le réalise sous la supervision conjointe des professeurs Michael Rosabal et Marc Amiot des départements de sciences biologiques de leurs universités respectives. Moi, je m'intéresse à la fonderie Horn, à Rouyn-Noranda. C'est une fonderie de cuivre auquel on attribue la genèse de la ville, mais qui est aussi une source considérable d'émissions atmosphériques d'éléments traces métalliques. Puis, étant donné les enjeux de pollution qui entourent son exploitation, elle est tenue d'assurer un suivi aux différents points d'émission sur le site. Malgré une grande réduction des émissions au cours des dernières décennies, la fonderie reste bon an mal an l'émetteur numéro 1 au Québec pour ce qui est du cuivre, du cadmium, de l'arsenic, du plomb, du nickel, du sélénium, du thallium. Puis, le hic, c'est qu'on a très peu de connaissances sur leur devenir environnemental suivant l'émission, puis que même juste aux cheminées, on ne suit pas l'ensemble des métaux potentiellement émis. En parallèle à ça, le ministère de l'Environnement opère plusieurs stations d'échantillonnage de l'air, mais c'est vraiment restreint au quartier directement adjacent à la fonderie, puis c'est un suivi qui est essentiellement focalisé sur la santé humaine, puis qui se restreint à l'arsenic, au plomb et au cadmium. Un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en parallèle à l'affinage de concentré de cuivre, la fonderie fait aussi dans le recyclage de déchets électroniques, une activité dont l'importance a doublé au cours des dernières années. Puis, d'ailleurs, il y a une récente étude d'impact économique du secteur de la transformation du cuivre qui indique que le recyclage va continuer de prendre de l'ampleur au cours des prochaines années à mesure que diminue l'offre canadienne de concentré de cuivre. Puis là, comprenez-moi bien, c'est une activité qui est louable puis qui l'inscrit dans le paradigme de l'économie circulaire, mais qui vient avec certains enjeux puis qui justifie, selon moi, une certaine vigilance quant aux formes émergentes d'émissions atmosphériques qui pourraient y être associées. Ensuite, en révisant la littérature, force est de constater qu'il y a moins d'initiatives ou d'efforts qui portent sur le développement d'outils nous renseignant sur la contamination polymétallique en milieu terrestre, comparativement, par exemple, au milieu aquatique. L'objectif de mon projet de recherche, c'est donc d'évaluer le devenir environnemental d'une gamme élargie d'éléments traces métalliques en milieu forestier à l'aide de différents outils afin d'évaluer leur utilité en tant que moniteur de contamination. On va s'intéresser plus particulièrement à deux aspects, soit l'exposition des organismes terrestres via l'air et le sol, puis on va chercher à mesurer la bioaccumulation des éléments traces au sein de deux biomoniteurs, soit le lichen Cladonia rangiferina et les araignées-loups de la famille des lycosidés. Afin d'atteindre ces objectifs-là, on va recueillir des échantillons sur une trentaine de sites le long d'un transect orienté vers le sud-est, qui est la direction des vents dominants. L'exposition atmosphérique, elle va être évaluée à l'aide d'un échantillonneur passif qui collecte les polluants par diffusion spontanée puis qui ne nécessite pas d'apport en énergie, ce qui nous permet de le déployer en milieu naturel durant tout l'été. Puis en milieu terrestre, un autre mode d'exposition important à considérer, c'est le sol. Puis, étant donné leur grande hétérogénéité, on va mettre en commun plusieurs sous-échantillons pour chaque site afin d'obtenir un échantillon composite qui soit représentatif. Pour ce qui est du lichen, lors de l'échantillonnage, on va chercher à minimiser la contamination associée aux particules de sol, puis les araignées vont être récoltées avec des pièges fausses. Finalement, l'ensemble de ces échantillons-là vont être digérés avant d'être analysés à l'aide d'un ICP-MS triple quadrupole qui va nous permettre de mesurer vraiment tous les éléments en trace possibles et imaginables au sein des différentes matrices. Pour ce qui est des contributions du projet à l'avancement des connaissances, d'abord, au niveau des méthodes, les résultats générés par notre étude vont nous permettre de mieux cibler les outils qui sont nécessaires à la détection d'éléments en trace d'intérêt émergent. On s'attend aussi, par exemple, à observer plusieurs corrélations entre les concentrations d'éléments traces métalliques chez nos espèces sentinelles, soit le lichen et les araignées-loups, puis celles provenant de nos mesures d'exposition, donc les échantillonneurs passifs puis le sol, comme je l'ai illustré à droite. La relation avec l'exposition, ça va nous permettre d'évaluer la pertinence de nos biomoniteurs pour illustrer une réalité environnementale. Puis, l'étude va aussi nous permettre d'évaluer concrètement si notre échantillonneur passif est assez sensible pour en faire usage en milieu naturel, parce qu'à l'heure actuelle, il a surtout été déployé dans des contextes urbains.
Par rapport aux émissions de la fonderie Horn, nos travaux vont permettre de venir actualiser les données pour les métaux historiquement présents dans les écosystèmes environnants. Par contre, on va être les premiers à inclure dans la région, dans nos travaux, des métaux d'intérêt émergent qui, selon certaines sources, pourraient être associés au recyclage de déchets électroniques à la fonderie. Mais bref, on cherche à dresser un portrait d'ensemble, puis on le fait en combinant plusieurs approches complémentaires. Merci de votre écoute. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Jérémy. Merci d'avoir tenu le temps aussi. Donc, parfait, une très belle présentation. Je vois tout de suite que ma collègue Tania a une question pour toi. Oui, merci, Jérémy. En fait, je suis intriguée par ton choix d'étudier les araignées. Et puis, j'ai deux questions. Donc, une, pourquoi cibler un prédateur? Est-ce que c'était voulu? Et deuxième, qu'est-ce qu'on sait par rapport à la tolérance des araignées aux métaux lourds dans la littérature? Je pose la question aussi en tant que directrice d'une base de données nationale sur les traits fonctionnels des invertébrés et je constate qu'on a très peu de contributions. Donc, c'est aussi une ouverture si jamais il y a un intérêt de contribuer des données à cette base de données pour qu'on puisse mieux comprendre la tolérance pour différentes espèces, ça serait grandement le bienvenu. Oui, bien, la sélection des araignées loups, ça nous vient des travaux d'un collègue au laboratoire, Dominique Ponton, qui il avait étudié plusieurs arthropodes terrestres. C'était dans la réserve de biodiversité du lac Vaudrey, je pense bien. Puis, c'est ça, il avait utilisé plusieurs insectes, puis il s'était rendu compte que les araignées loups, en particulier, c'était des puissants accumulateurs. Il y avait vraiment des concentrations plus élevées par rapport à d'autres organismes. Puis même comparé, par exemple, aux araignées tisseuses, à cause de, notamment de leur mode de vie. C'est des araignées qui vont se promener au sol. C'est des chasseuses comme ça. Puis c'est ça. Puis il y a une autre étude aussi qui a été réalisée en 2012, spécifiquement sur les araignées loups, puis qui montrait qu'elles permettent une représentation assez précise de ce qu'on retrouve dans les sols. Mais là, ça avait été réalisé en Chine, fait que c'est la famille des araignées loups, mais c'est une grande famille. Là, fait que là, ça va nous permettre de voir un peu avec nos espèces à nous, est-ce que c'est le cas? Puis eux autres, ils s'étaient intéressés surtout au cadmium puis au plomb, mais nous autres, on a vraiment une gamme de métaux assez considérable qui sont émis dans l'environnement à Rouyn-Noranda, fait que ça va nous permettre un peu d'étendre ces conclusions-là aux autres métaux qu'on retrouve là-bas. Merci, Jérémy. Alors, écoute, c'est le délire, la salle, tout le monde veut te poser des questions. Il y a Dolores, Michel, on verra le temps qu'on a pour que tu puisses y répondre. Donc, essaye de faire des réponses le plus courtes possible. J'ai de la misère avec ça, Marc, tu sais. Mais oui, je vais essayer. C'est pour ça que je te demande. Donc, si tu veux répondre à toutes les questions qu'on veut te poser, vas-y de façon courte. Donc, Dolores d'abord. On ne t'entend pas, ma chère Dolores. Toujours, j'oublie. En plus, je vais montrer aussi mon visage peut-être. Écoute, ma question, c'est pourquoi tu as choisi le lichen? Ben, les lichens... Comment? Comme végétaux, parce que pas tout le monde peut-être sait qu'est-ce que c'est un lichen. Comme végétaux, pourquoi tu as choisi le lichen? Ben, les lichens, contrairement, par exemple, aux plantes vasculaires, ben, ils n'ont pas de système racinaire. Puis, à cause de ça, ben, ils s'approvisionnent en minéraux et donc aussi en contaminants directement à partir de l'air. Fait que ça nous permettait d'avoir un portrait plutôt sur l'exposition atmosphérique que, par exemple, l'exposition... Tu sais, nos lichens sont vraiment couplés avec les échantillonneurs d'air dans cette analyse-là. Puis, ben, il y a aussi le fait que les lichens, ben, ils accumulent des métaux vraiment à des niveaux largement supérieurs à leurs besoins physiologiques, bien qu'ils soient potentiellement sensibles. Nous autres, ce qu'on craint, c'est qu'à proximité de la fonderie, on ne trouve pas tant de lichens que ça. C'est pour ça aussi qu'on a rajouté des araignées, des échantillonneurs d'air, des sols, parce qu'on veut vraiment faire un portrait, malgré qu'il y ait certaines limites associées aux lichens. Puis, dernière affaire, c'est que, par exemple, par rapport aux mousses, ben, les lichens, ça nous permettait plus efficacement de capter des métaux plus volatiles, comme le mercure puis le plomb, qui ont tendance à être remobilisés dans l'air. D'accord. Alors, merci, Jérémy. Malheureusement, il y avait Michel, Philippe et Marc-Frédéric qui voulaient te poser des questions. Je vous invite à poser des questions par le chat. Moi, Dolores m'a piqué ma question.
Fait qu'il y aurait dans tout le spectre de sa réponse, il a répondu à ma question. C'est bon. Philippe et Marc-Frédéric, je vous invite à poser la question dans le chat à Jérémy. Si on veut être juste pour tout le monde, laisser le temps à tout le monde. Et la prochaine, ça va être Salma Abdelmajid, qui va nous parler de l'influence des élévations de la température sur l'efficacité du traitement Foslock au lac Bromont. Donc, chère Salma. Mais j'ai un problème avec ma caméra, je n'arrive pas à l'activer. Il n'y a pas de problème, chère Salma. Si on peut voir ta présentation, ça sera déjà très, très bien. Salma aussi qui suit le cours à distance et qu'on salue et qu'on a hâte de voir avec nous ici au Québec. Donc, à toi, Salma. Alors, vous voyez mon écran? C'est très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche qui s'intitule « L'influence des élévations de la température sur l'efficacité du traitement Foslock au lac Bromont », un projet sous la direction de Madame Dolores Planas et financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec. Alors, comme introduction, la prolifération des cyanobactéries devient un phénomène récurrent à l'échelle planétaire. Leur apparition reflète l'état avancé de l'eutrophisation des milieux aquatiques qui est causée principalement par les pratiques agricoles, l'urbanisation et la déforestation. Ces proliférations peuvent causer des conséquences néfastes par la formation de fleurs d'eau toxiques et en affectant la turbidité de l'eau, conduisant ainsi à des pertes d'activités telles que la pêche et la baignade, une situation qui pourrait être inquiétante et qui pourrait s'accentuer dans le temps. Plusieurs tentatives de lutte contre l'augmentation des efflorescences de cyanobactéries ont été essayées, dont le traitement Foslock, qui est une argile bentonite modifiée au lantane. C'est un produit développé en Australie. C'est une technique de géo-ingénierie pour le contrôle des rejets du phosphore issus des sédiments du lac. C'est un produit non toxique et qui a eu un succès assez répandu au niveau mondial. Une multitude d'études faites sur le Foslock et qui ont pu conclure et démontrer l'efficacité de ce traitement. Mais malgré ces recherches, les différentes recherches faites sur la nouvelle technologie, il existe toujours des lacunes et des incertitudes qui demeurent dans le scénario climatique, ce qui limite la justesse des impacts attendus du réchauffement climatique et qui pourrait retarder les processus de restauration du lac. Alors, la problématique de cette étude qui fait face à cette solution et qui reste à approuver, c'est bel et bien le réchauffement climatique, qui pourrait affecter indirectement l'efficacité et la pérennité du traitement en conduisant au relargage du phosphore interne présent au fond sur les sédiments qui ont un rôle qui agissent comme un puits de phosphore. Ce relargage a pour conséquence l'augmentation de l'abondance des cyanobactéries. Mes objectifs, c'est de vérifier l'efficacité du traitement en fonction des élévations de la température et consiste aussi à faire un suivi de l'évolution de la charge interne du phosphore en fonction des profils de température et d'oxygène de la colonne d'eau et faire ainsi évaluer l'évolution de la biomasse algale dans les couches superficielles et aux eaux profondes. En ce qui concerne le plan d'échantillonnage, la méthodologie, l'échantillonnage sera effectué au lac Bromont qui est situé dans la région de l'Estrie au Québec, un lac qui est aux prises des cyanobactéries depuis 2006, un échantillonnage qui s'étalera sur 6 mois pendant la période libre de glace du mois de mai jusqu'au mois d'octobre et sera effectué dans la partie la plus profonde du lac. Pour la méthodologie, des observations journalières des efflorescences de cyanobactéries seront effectuées à l'aide de l'association du lac, l'action conservation du bassin versant du lac Bromont, des mesures hebdomadaires de température et d'oxygène à l'aide d'une sonde multiparamétrique, des mesures qui seront effectuées à différentes profondeurs afin de vérifier l'état de la stratification et d'évaluer le niveau d'anoxie du lac. En plus d'un échantillonnage mensuel du phosphore et de la chlorophylle A et de la biomasse algale qui sera établi par des prélèvements d'eau à l'aide d'une bouteille Van Dorn, un hydrocapteur qui permet de prélever l'eau à la profondeur voulue. Ensuite, tous ces échantillons seront analysés au laboratoire. En termes de conclusion, cette étude va nous permettre d'établir un bilan sur l'évaluation de l'influence de la température sur l'efficacité du traitement,
pour contrôler la propagation des floraisons de cyanobactéries. Les résultats de cette étude vont conduire à la recommandation de ce traitement pour des applications futures dans d'autres lacs au Québec. Voilà. Voici une photo prise au lac Bromont en 2017 avant l'application du traitement. Merci pour votre attention. Merci Salma pour cette belle présentation. Et quand on voit la dernière photo, on comprend qu'il faille faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Salma? Ça va, c'est très clair. Excellent. Donc, Salma, chapeau, très belle présentation et merci d'avoir tenu ton temps. Et on va passer à la dernière présentation de ce bloc. On s'est gardé une petite cerise sur le Sunday. Vous allez voir que ça va être particulièrement intéressant. Serge Laforce qui va nous parler récit vulgarisation de l'inondation majeure du 1er octobre 1924 sur la rivière Sainte-Anne du Nord. Vers quelle résilience? Donc Serge, c'est à toi, 5 minutes. Voilà, vous voyez mon écran et vous m'entendez bien? Eh oui, tout est parfait. Merci. Donc, je me présente, Serge Laforce, étudiant et ingénieur de formation. Et donc, comme Marc l'a si bien mentionné, le titre de mon projet, c'est « Récit et vulgarisation de l'inondation majeure du 1er octobre 1924 sur la rivière Sainte-Anne-du-Nord. Vers quelle résilience? » Mon projet sera co-dirigé par 2 professeurs à l'UQAM, dont Philippe Gachon, professeur au département de géographie et notamment directeur du risque, et par Stéphane Savard, professeur au département d'histoire à l'UQAM également, notamment l'auteur du livre « Hydro-Québec et l'État québécois ». Donc, l'état de la question, mon projet, évidemment, s'intéresse à la problématique des gestions des zones inondables au Québec. Comme on a pu le voir au printemps 2017 et 2019, le Québec a encore été pris au dépourvu malgré des années de recherche actives dans la gestion des inondations. Et avec les changements climatiques qui se pointent à l'horizon, il y a un nouveau cadre théorique qui émerge au Québec sur la façon de cartographier les différents risques associés aux inondations. Puis dans cette nouvelle approche, on mise notamment sur la contribution des informations associées aux inondations historiques. Comme on peut le voir au bas de l'écran, les cartes officielles à l'heure actuelle présentent certaines lacunes. L'approche considérant les inondations en eau libre n'est pas adaptée pour certaines rivières, dont la Sainte-Anne-du-Nord, qui est sujette notamment aux embarques de glace. Puis à l'époque aussi, les modèles hydrauliques qui étaient employés pour définir les zones inondables présentaient certaines limites en termes de capacité de représenter adéquatement le territoire et les écoulements en conditions de crue. Ce qui mène à une fiabilité variable d'une rivière à l'autre des cartes officielles et une sous-représentation de zones inondées à répétition. Comme on peut le voir à l'aide des images en bas d'écran, on voit 2 secteurs qui ont été inondés, dont un en février 81 puis l'autre en novembre 66. Des secteurs qui sont clairement situés au-delà des limites officielles d'inondation 20-100 ans. Donc, problématique et objectif de recherche, on va vraiment cerner l'inondation du 1er octobre 1924 et donc comment par le récit, comment par l'histoire, le récit de cet événement peut contribuer à la sensibilisation à la culture du risque, autant des populations, des experts que des décideurs, puis par l'approche visant la géographie, comment l'analyse de cet événement-là peut contribuer à une meilleure délimitation des zones à risque d'inondation. Puis à travers tout ça, c'est sûr que c'est important de vulgariser l'information parce que comme on peut le voir à l'aide des paires d'images qu'on voit sur la diapositive, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le temps, dont entre autres le territoire, les usages de la rivière, les infrastructures, les populations et leur vulnérabilité. J'ai 4 objectifs de recherche associés à chacune à une méthodologie particulière. Donc, le premier objectif, ce sera vraiment d'établir les connaissances sur le layout d'inondation d'octobre 1924, donc en estimant les débits, les niveaux d'eau qui ont pu être atteints, en décrivant les conséquences associées à cet événement-là, puis en effectuant une délimitation approximative du territoire qui a été inondé. Tout ça va être fait à l'aide de données météo, des données hydrométriques, évidemment aussi des documents écrits et iconographiques. Deuxième objectif, ça serait vraiment d'évaluer comment la mémoire de cet événement-là se perpétue dans les connaissances populaires et celles des scientifiques à travers des recherches de journaux numérisés qui sont disponibles notamment sur BANQ Québec et à travers différents rapports annuels de ministères associés au fil du temps à l'aménagement des rivières au Québec, dont notamment la Commission des eaux courantes. Le troisième objectif, ça va être vraiment d'établir la récurrence de la crue d'octobre 1924 à l'aide d'analyses statistiques, lesquelles vont être appuyées par une analyse de l'historique d'aménagement du bassin versant de la rivière Sainte-Anne-du-Nord.
Enfin, le quatrième et dernier objectif, ça serait vraiment par une modélisation hydraulique, évaluer le territoire qui serait inondé aujourd'hui advenant un événement similaire à celui d'octobre 1924. À cet effet, le modèle en cours d'élaboration, le modèle hydraulique en cours d'élaboration par la communauté métropolitaine de Québec sera notamment mis à contribution. En fait, pour conclure, moi, je crois que l'histoire combinée à la géographie peut vraiment contribuer à une sensibilisation des populations notamment. Ça peut améliorer les connaissances relatives aux risques d'inondation pour éventuellement améliorer la résilience des populations et du territoire. Puis aussi comment les informations historiques peuvent améliorer les compréhensions des dynamiques d'inondation pour avoir une meilleure calibration des modèles de simulation hydraulique là, qui seront employés pour définir les zones inondables. Ce projet va être aussi un plaidoyer pour une mise en place d'une plateforme centralisée des connaissances sur les inondations passées. Puis le projet va aussi viser la remémoration de cet événement pour éviter qu'il tombe à nouveau dans l'oubli, parce que comme on peut le voir en arrière-plan, le genre d'oubli de ce genre d'événement-là peut avoir des conséquences importantes tant en termes humaines qu'économiques. Voilà, ça fait le tour. Merci. Merci Serge, et merci d'avoir tenu le temps. C'est un défi pour toi aussi. Et je salue mon collègue Philippe Gachon qui est présent parmi nous. Donc, et je passe la parole à l'audience. Est-ce qu'il y a des questions pour Serge et une belle photo que Serge nous a présentée? Tu as rajouté des photos qu'on n'avait jamais vues pendant le cours, donc c'était très intéressant. J'ai gardé le punch. Ben oui, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a des questions pour Serge? Ça va? Pas de questions? Alors, ah oui, je vois Philippe, à toi. Bonjour Marc, bonjour tous les collègues, bonjour Serge. J'ai une question rapide. Oui. Comment ça se fait, comment t'expliques que justement cette inondation, elle est non seulement passée dans l'oubli, mais on en a parlé ensemble, elle est même absente de certains rapports du MELCC. Comment t'expliques ça? C'est difficile à expliquer parce que dans le fond, cette inondation-là, elle a fait l'objet il y a des données hydrométriques officielles qui ont été émises, puis peut-être parce que les données sont trop âgées. Le problème, ce n'est pas de pas employer certains débits, c'est vraiment de ne pas justifier leur non-considération. C'est plus ça le problème, mais moi, je pense qu'à travers, si on aurait regroupé l'information que j'ai glanée à droite puis à gauche au cours de la session, entre autres les revues de journaux, les photos de journaux, si on avait eu cette information-là, ça aurait peut-être moins passé à l'oubli, parce que c'est sûr que quand on oublie ce genre d'événement-là, tant par son ampleur là, en termes de débit, quand tu ne considères pas ces événements-là, il y a un risque de sous-estimer les zones à risque d'inondation parce qu'on sous-estime les quantités de crues associées. Donc, mais c'est une bonne question que tu me poses. Pourquoi ça a passé à l'oubli? C'est peut-être parce qu'il y a toute l'information associée aux inondations au Québec n'est pas regroupée à une certaine place pour, entre autres, les experts et les différents personnes chargées de l'administration des zones inondables au Québec. D'accord. Voilà. Merci pour ta réponse concise, Serge. Et, je vais remercier les 9 étudiants de cette partie du cours de ce matin. Donc, très belle présentation à toutes et à tous. Bravo. Vous relevez le défi de faire de la belle science, de poursuivre ces recherches en sciences de l'environnement. Pour nous, c'est un immense plaisir de voir que vous prenez la relève et que vous nous permettrez d'envisager des solutions à toutes sortes de problèmes environnementaux. Alors voilà, je repasse la parole à Andréane et j'ai hâte de voir en fait vos mémoires déposées, de pouvoir les lire.